Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est à Dublin où j'ai pu tester un petit peu plus cet iPhone 16 Pro Max pour vous donner aujourd'hui un retour d'expérience après 15 jours. Alors je vais pas appeler cette vidéo un test complet comme j'ai l'habitude de le faire, tout simplement parce que la principale nouveauté de ces iPhone 16 qui est Apple Intelligence n'est pas encore disponible, hein. Ça vient seulement d'arriver en bêta aux États-Unis, c'est pas du tout prêt d'arriver en France, hein. On sera plutôt courant janvier-février, donc on en reparlera à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai envie justement de m'attarder sur les nouveautés qu'on peut déjà tester, déjà que ce soit au niveau de l'ergonomie de l'appareil et puis des fonctionnalités photo et vidéo sur lesquelles je me suis pas mal appuyé. J'ai pu prendre beaucoup de photos, de vidéos à Dublin. J'ai eu des conditions météo qui étaient vraiment top, donc j'ai pu vous prendre de photos vraiment sympas, que ce soit en plein jour ou en nuit, en soirée, et franchement vous verrez par la suite les résultats. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces iPhone 16 Pro Max. Et puis pour ma part, vous aurez mon avis en fin de cette vidéo. Alors dans un premier temps, on va parler du design de cet iPhone 16 Pro Max. Clairement, on prend une base qui fonctionne, hein. On reprend le 15 Pro Max de l'année dernière, on lui fait prendre 0,2 pouces par rapport au modèle de l'année dernière, donc 6,7 à 6,9, en venant légèrement augmenter la taille du boîtier et en venant aussi amincir les bords, hein, ce qui avait déjà été réalisé l'année dernière, ce qui a encore été fait cette année. Donc c'est vrai que à vue d'œil, ce sera peut-être pas choquant, mais pour ceux qui ont pris des iPhone 15 Pro Max en main ou des modèles plus anciens, c'est vrai que la différence est assez choquante. Donc on est bientôt sur un téléphone avec un écran bord à bord. Reste plus à Apple de réduire Dynamic Island, voire de le supprimer en le passant sous l'écran. Ça prendra encore quelques années, mais je pense qu'à un moment, ils y arriveront. Au niveau des coloris, on reprend exactement les mêmes que l'année dernière. On enlève juste le titane bleu qui a été remplacé par un titane sable qui est au final simplement un coloris gold comme on a pu connaître les années précédentes. Certes, un petit peu moins flashy, un petit peu moins gold, hein. On est plus sur des teintes effectivement sable, mais c'est clairement un coloris qui va venir plaire aux personnes qui avaient l'habitude de prendre des coloris gold les années précédentes. Au niveau de l'écran, voilà, comme ce que j'ai pu vous dire précédemment, on vient amincir les bords. Après, on reste sur une dalle LTPO qui va varier de 1 Hz à 120 Hz. Donc c'est quelque chose qui va venir pas mal améliorer les performances de la batterie, de venir descendre le taux de rafraîchissement de l'écran lorsque c'est pas nécessaire. Par exemple, quand vous lisez un article, et de venir l'augmenter quand vous allez filmer, par exemple en 120 fps ou que vous allez jouer à des jeux compatibles. Seule nouveauté réellement, c'est la possibilité de venir réduire le niveau d'éclairage de l'écran à 1 nit, ce qui va être bien typiquement dans votre lit quand il va faire nuit noire, pour pas vous flinguer les yeux. Par contre, la luminosité ne va pas monter plus haute que l'année dernière, hein. On reste à 2000 nits. Donc c'est vrai que sur ce terrain-là, Samsung et Google font un petit peu mieux sur leur flagship. Au niveau des performances, on est sur la puce A18, 8 Go de RAM. Voilà, on va pas vraiment avoir de différence, si ce n'est qu'on est sur la puce Pro, hein, ce qui se différencie un petit peu des iPhones basiques. C'est pas vraiment une différence qu'on pourra noter en testant des iPhone 16 basiques et des 16 Pro Max, parce que clairement l'intérêt de ces puces-là, c'est de venir alimenter, faire tourner Apple Intelligence, qui encore une fois n'est pas encore disponible aujourd'hui. J'ai pu le tester sur quelques jeux, notamment Little Nightmare, qui est un jeu que j'apprécie pas mal, qui est sorti sur l'Apple Store il y a quelques temps. Ça tourne bien, franchement, on est sur des beaux graphismes. À l'usage, je vois pas vraiment de différence avec la puce de l'année dernière. Je doute pas sur Apple quand ils nous disent qu'elle est 15, 20, 25% plus performante que la puce de l'année dernière.
Ce qui est quand même fou, c'est qu'on s'approche sur des performances au niveau des benchmarks qui sont assez similaires à la puce M1. Donc on voit quand même les progrès d'Apple au fur et à mesure des années. Et puis ce sera certainement de très bon augure quand on pourra le tester avec Apple Intelligence. Après, j'ai pu faire pas mal d'usages. Retouche photo sur Lightroom, un petit peu de montage sur LumaFusion, ce genre de choses, ça marche très bien. Après, j'ai envie de vous dire, les années précédentes sur des modèles 15 ou 14, ça marchait déjà très bien. Donc voilà, moi, ce gain de performance là, je l'atteins surtout sur des gros jeux. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et parler en termes de photos et de vidéos. Le capteur Deep Fusion en 48 millions de pixels a été légèrement retravaillé. Je pense que le capteur reste le même, hein. On doit surtout être sur des améliorations logicielles avec les nouvelles performances et surtout l'encodage vidéo qui a été augmenté grâce à la puce A18 Pro et qui permet notamment de venir filmer en 4K 120 fps en log, uniquement si vous venez filmer sur SSD externe, mais pour de la 4K 120 déjà en interne, c'est pas mal. Alors j'ai pu entendre pas mal de personnes dire que c'était le premier smartphone à proposer ça. En log, c'est le cas. Cependant, Sony, sur leur dernier smartphone, le propose depuis déjà 1 ou 2 ans, hein, la 4K 120. Mais je suis content qu'on la porte sur iPhone. Ça a toujours été le meilleur téléphone pour venir réaliser des vidéos. Et puis surtout, avec le gap que Apple a pu faire l'année dernière et la possibilité de filmer en log, c'est clairement un gros avantage. Vous allez me dire, filmer en 4K 120 fps, à quoi ça sert? Ça va venir servir à ralentir vos vidéos en 4 fois, tout en gardant une qualité d'image exceptionnelle qu'est la 4K. Donc c'est vrai qu'à moins que vous veniez travailler vos vidéos en post-production ou que vous fassiez un ralenti pour rigoler, c'est pas vraiment utile. Ça va vraiment être utile pour les professionnels et du coup c'est pas incohérent que Apple ait mis que cette fonction sur les modèles Pro. Moi j'en suis content, c'est vrai qu'en caméra B ça va pouvoir me permettre de faire quelques plans ou si j'ai besoin de filmer quelque chose et que j'ai pas mon boîtier avec moi. Donc moi j'en suis content. Encore une fois, posez-vous les bonnes questions si vous êtes la cible de ce type de fonctionnalité là, parce que voilà, c'est quand même un usage assez particulier et encore plus sur smartphone. Après, au niveau de la qualité photo, c'est vrai que les différences sont pas vraiment très notables avec l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, j'ai l'impression que le mode nuit a été quand même pas mal amélioré. Après, au niveau de la plage dynamique, etc., c'était déjà très bon l'année dernière. Il n'y avait pas grand chose à corriger. Apple est venu corriger certains petits points qui étaient peut-être embêtants, notamment un nouveau traitement chimique au niveau du verre sur les optiques pour réduire ce qu'on appelait les flares. Donc en fait, ça c'est quand vous allez notamment filmer des lumières de nuit, des éclairages publics, ou quand vous filmez, vous prenez des photos à contre-jour, vous avez ces petites billes qui apparaissent sur l'écran, qui étaient parfois nombreuses. Alors ça c'est un phénomène que l'on trouve sur tous les smartphones, mais qu'on avait quand même un petit peu plus présent sur les iPhones. Ça c'est dû au fait que les capteurs sont très petits. C'est pour ça que sur des appareils photo, ce type de phénomène-là, on l'a pas. Donc là, Apple, via, j'imagine, traitement logiciel plus traitement chimique du verre, a amélioré ce point-là. Donc c'est vrai qu'on en a quand même pas mal moins, mais l'ultra grand angle qui a été amélioré, donc qui passe maintenant en 48 millions de pixels comme le capteur principal. Donc c'est pas des photos de 48 millions de pixels qui sortent du capteur, on est toujours sur du 24 millions de pixels ou du 12 millions de pixels. Apple va faire ce qu'on appelle en fait du pixel binding. Donc le pixel binding, en fait, c'est combiner 4 pixels en un pour avoir plus de luminosité, plus de détails. Donc c'est pas mal. Voilà, les résultats sont vraiment bons. En tout cas, j'ai eu plus tendance à l'utiliser, cet ultra grand angle que je trouvais décevant depuis plusieurs années. Apple l'avait pas mal délaissé. Donc là, on a eu une vraie amélioration dessus. Et c'est vrai qu'en vidéo et en photo, on se retrouve avec des résultats vraiment sympas. Là où il y a quand même une vraie différence, je trouve, par rapport au modèle de l'année dernière. Finalement, si on prend dans la globalité ce qu'Apple nous propose sur la partie photo pour cet iPhone-là, il n'y a pas de grosse différence, que ce soit au niveau de la caméra frontale ou des capteurs de façon générale. On aura, voilà, disons, plus à l'usage dans les possibilités créatives, plus de possibilités, mais au niveau de la qualité de l'image telle quelle, enfin brute, c'est pas non plus une grosse différence par rapport à l'année dernière. Voilà, donc je vous avais dit qu'on était en Irlande, donc là on est au bord des falaises irlandaises, donc c'est assez joli. Ça nous permet aussi de tester la réduction de bruit que Apple a intégré avec ses 4 micros, donc on va voir si vous arrivez à m'entendre. Si vous n'arrivez pas, cette séquence n'existera pas, mais c'est pas grave. Je voulais juste vous parler du bouton caméra control parce que je me suis rendu compte que j'en ai pas parlé dans la vidéo. Donc c'est un bouton dont l'idée est plutôt sympa. On a vu Sony il y a quelques années intégrer aussi ça sur leur smartphone.
C'est un petit peu différent parce que c'est à la fois un bouton physique et à la fois une surface tactile, donc qui vous permet de venir zoomer, dézoomer, de changer d'objectif et de changer de longueur focale, mais aussi de naviguer dans les menus pour passer via les styles photographiques, de revoir un petit peu l'exposition, ce genre de choses. Mais au final, je trouve qu'on perd pas mal de temps parce que c'est pas des nouvelles fonctions que vient nous apporter ce bouton-là, c'est juste une nouvelle façon de les utiliser, sachant qu'on peut déjà faire tous ces réglages-là dans l'interface tactile de l'iPhone, qui est finalement plus précise, mieux foutue. Après, c'est les tout débuts de ce bouton-là, donc peut-être qu'Apple viendra l'améliorer au fur et à mesure des mises à jour courant de l'année. Et avec l'arrivée d'Apple Intelligence début d'année pour nous français, on pourra aussi découvrir le Google Lens façon Apple, donc ça sera peut-être pas mal. Et pour cet usage-là, peut-être que le bouton caméra contrôle sera un petit peu plus adapté. Donc voilà, moi personnellement, je l'utilise pas beaucoup, à voir ce que ça va donner. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce bouton caméra contrôle. Bon, il fallait que j'arrive à la fin de mon montage pour me rendre compte que j'avais pas fini de tourner la vidéo. Enfin, si, j'avais fini de la tourner, sauf que la caméra avait coupé pour surchauffe et que quand je l'ai relancé, le focus, il a décidé de plus faire le focus sur ma tête, donc on ne me voyait plus. Voilà. Bon. Je voulais brièvement terminer par l'autonomie de cet iPhone 16 Pro Max. Bon, on verra au fur et à mesure des mois comment ça va évoluer. Je dois avouer qu'elle est plutôt bonne et qu'il y a quand même une bonne différence par rapport au 15 Pro Max de l'année dernière. Et qui plus est, pas de problème de surchauffe, que ce soit pendant la charge ou pendant des utilisations vraiment intensives. Donc ça, c'est quand même un très bon point parce que l'année dernière, à la sortie des 15 Pro, il y avait quand même eu un gros bad buzz au niveau des surchauffes qui avaient été a priori corrigés par mise à jour logicielle, mais il y avait quand même pas mal de personnes qui rencontraient des problèmes avec la chauffe de ces iPhones là. Moi j'ai pas eu de problème de chauffe particulier, l'autonomie est vraiment bonne, comme dit, sur des grosses journées où je prenais beaucoup de photos, de vidéos ici en Irlande, je partais le matin vers 8 h avec 100%. Et je rentrais le soir vers 19-20 h à la chambre d'hôtel avec 30%, 35%. Donc franchement c'est assez solide, il y a de quoi pas mal filmer, pas mal prendre de photos, voire jouer à des jeux. Donc sur une grosse journée d'utilisation vous êtes tranquille. Voilà, c'était le point que je voulais encore aborder. Vous avez aussi la charge quand même 25 watts qui est arrivée sur le MagSafe, qui était bloqué à 15 watts les années précédentes. Alors attendez avant de racheter des chargeurs MagSafe parce qu'ils n'ont pas tous encore équipé du 25 watts. Voilà. Comme dit, c'est pas un test complet. Le test complet arrivera au moment où Apple Intelligence arrivera définitivement chez nous en France et je pourrais reparler à ce moment-là, voilà, de mes impressions photos, vidéos après plusieurs mois d'utilisation et idem voilà, sur la partie batterie, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est bientôt 1000 abonnés sur cette chaîne, je peux que vous inciter à vous abonner, ce serait super cool qu'on atteigne ce palier avant la fin de l'année. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joshua, salut!